enjeux américains, on en parle chaque jeudi à la mi-journée dans Smart Bourse avec Thomas Kosterg avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a quelques semaines, quelques mois à peine, le marché n'avait qu'un mot à la bouche, le mot de tapering. La Fed se prépare à réduire progressivement, graduellement le rythme de ses achats mensuels à 120 milliards de dollars par mois aujourd'hui. Plus on se rapproche de la réunion de la Réserve fédérale américaine du mois de juin, ce sera les 15 et 16 juin prochains, plus les taux semblent rebaisser, Thomas. On est retombé à 1,55 hier sur le 10 ans américain. Comment est-ce qu'on explique cette situation qui peut paraître un peu paradoxale ? Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il y a deux explications. Alors, il y a une explication qui est que la Réserve fédérale est tellement crédible et elle a réussi à séparer tellement bien d'une part la réduction des achats d'actifs, mais tout en restant très accommodante pour la hausse des taux qu'elle ne voit pas avant plusieurs années. Et donc cette crédibilité fait que le marché obligataire ne dérape pas. Une deuxième ligne un peu plus critique peut-être, c'est juste de dire que le marché obligataire s'est endormi au volant et en effet est à risque de se réveiller un peu plus tard quand ces signaux seront un peu plus concrets, mais en effet ils se concrétisent. Oui, alors c'est ça la question. On pensait il y a encore quelques semaines que la réunion du mois de juin serait une réunion live, un meeting peut-être un peu chaud en matière de décision et de discussion de politique monétaire au sein de la Fed. Finalement, ça semble être un rendez-vous que le marché attend sans grands enjeux. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Thomas ? Parce que le boom économique, il est quand même bien là aux États-Unis aujourd'hui. Tout à fait, le boom économique est là. Autre point important sur le front de la vaccination, qui est un facteur très important pour le taper, même si la Fed ne l'a jamais mentionné officiellement comme ça, mais ça reste la réduction des achats d'actifs reste très liée à la situation sanitaire. Or, on voit qu'aux États-Unis, les cas sont plus bas depuis juin l'an dernier. Enfin bref, les cas sont très faibles maintenant aux États-Unis, et surtout, on a quasiment une majorité de la population qui est complètement vaccinée. Donc, la vaccination a été très très efficace. Alors, c'est vrai que la Fed est ralentie un peu dans son entrain quelque peu par les chiffres de l'emploi du mois dernier qui étaient un peu moins bons, qui étaient bien moins bons qu'attendus. Mais on sait qu'il y a des problèmes structurels. Et des problèmes aussi liés par exemple aux aides gouvernementales et les allocations de chômage très généreuses. Donc c'est des phénomènes qui ne sont pas liés à la vigueur de la reprise économique. La vigueur de la reprise économique, elle reste très forte. Donc voilà, en effet, je pense que tout ça mis bout à bout montre qu'on s'approche d'une décision quand même sur la réduction des achats d'actifs. Et surtout que, autre point important, on voit qu'il y a trop de liquidités dans le système monétaire américain, et c'est un autre facteur qui fait que la Fed pourrait un peu s'empresser de réduire ses achats d'actifs qui continuent d'alimenter la liquidité dans le marché monétaire. Or, ce marché monétaire est en train de friser l'indigestion. C'est-à-dire, à quoi on le voit concrètement, Thomas, cet excès de liquidité, une liquidité surexcessive même désormais ? Tout à fait. Alors, il y a deux choses. Pourquoi cette liquidité surexcessive ? D'une part, parce que la Fed continue de racheter à un rythme très important, 120 milliards de dollars par mois. Donc, ça veut dire que les réserves bancaires augmentent de 120 milliards par mois également. Et deuxième chose, le Trésor américain, donc le ministère des Finances, a décidé de réduire son compte en banque à la Fed. Et ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'an dernier, le Trésor a surémis de la dette, donc il a émis plus de dette que nécessaire. Et donc, l'argent a été parqué à la Réserve fédérale, et là en fait le gouvernement est en train donc de diminuer son compte en banque à la Fed, et donc ça aussi ça amène à des réserves bancaires supplémentaires. Donc on a un marché monétaire qui est concrètement la baignoire est en train de déborder. Par exemple, là, je peux vous donner un signe sur les bons au trésor à 1 an américains, on est à 0,03%. Maintenant, puisque les marchés monétaires cherchent coûte que coûte du papier, on n'en trouve plus, surtout du papier à court terme. Donc 0,03%, c'est le plus bas depuis ever, depuis jamais. On voit bien qu'il y a même un risque que le marché monétaire en aille sur des taux négatifs, juste parce que le marché demande du papier, et il n'en a pas. Et donc, en effet, la question, et aussi ce qui se passe, la liquidité retourne à la Fed, donc il y a un peu un jeu de passe-passe un peu bizarroïde, où la Fed, donc ce qu'elle fait quand elle rachète des titres du Trésor, elle
elle met des liquidités, et les liquidités lui reviennent parce qu'elles sont remises en pension par les institutions financières, et en effet, on a une explosion de ces reverse repos, donc la mise en pension du cash, pour que les institutions financières reprennent les obligations du Trésor. Enfin, c'est un jeu de passe-passe, mais qui est assez fou, mais qui, encore une fois, met en exergue la situation un peu ubuesque, qui fait qu'il y a trop de liquidités dans le marché. Et en effet, ça pourrait aussi inciter la Fed à accélérer ses plans sur la réduction des achats d'actifs, puisqu'il y a vraiment trop de liquidités là, dans le marché. Bon, on verra quels sont les signaux envoyés par la Fed les 15 et 16 juin prochains, sachant que d'ici là, il y aura eu quelques statistiques importantes. Je citais le corps PCE demain, la mesure d'inflation privilégiée par la Fed pour mesurer la tension sur les prix finaux et sur les prix des dépenses de consommation des ménages américains. Puis on aura également un nouveau rapport sur l'emploi pour le mois de mai qui sera publié donc avant cette réunion des 15 et 16 juin pour la Réserve fédérale américaine. Sur le plan des infrastructures, Thomas, j'ai pas vu de nouvelles particulières, si ce n'est qu'il y a toujours quand même une négociation bipartisane entre les républicains et les démocrates du Congrès, avec bien sûr la Maison-Blanche au milieu de tout ça. Où est-ce qu'on en est de ces discussions ? L'annonce avait provoqué évidemment beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs. Est-ce que les discussions se déroulent comme prévu ? Est-ce qu'il faut s'attendre à un calendrier décalé, prolongé, pour pouvoir concrètement faire passer une loi sur les infrastructures aux États-Unis ? On avait l'idée que ça pourrait être quelque chose prévu courant juin ou juillet. Est-ce qu'il faut déjà se décaler un petit peu ce calendrier ? Ah non, juin-juillet, c'est sûr que c'est pas possible. Là, on est plutôt sur du septembre-octobre. Là, on est encore dans la phase consultative où, typiquement, ce qu'on dit en américain, c'est du horse trading, c'est du marchandage de tapis. Le plan Biden sur les infrastructures, donc c'est 2300 milliards de dollars. Biden a indiqué qu'il était prêt à baisser cette enveloppe à 1700 milliards. Les républicains eux-mêmes avaient proposé au début autour de 500 milliards de dollars et ils ont augmenté l'enveloppe. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à se retrouver au milieu ? Mais là où le bas blesse, c'est le problème du financement de tout ça. Je rappelle que Biden veut en partie faire financer ça par des augmentations d'impôts et c'est un non catégorique de la part des républicains. Donc, je pense que à quoi il faut s'attendre dans les prochains mois, concrètement, un peu plus de négociations, mais ça va mettre du temps à déboucher. Et deuxièmement, en effet, les plans de Joe Biden, les plans assez gigantesques de Joe Biden risquent d'être très dilués au Congrès. Et ils risquent d'être dilués au Congrès d'autant plus, paradoxalement, que la reprise est forte, puisque plus la reprise est forte, moins il y a d'urgence au Congrès de rajouter du stimulus budgétaire. Et je rappelle qu'un autre axe important au Congrès, une attaque d'ailleurs des Républicains, c'est le sujet de l'inflation. Or, on va être cet été en plein dans le pic de l'inflation aux États-Unis, et cette inflation qui mène à toutes sortes de craintes, et donc qui fait aussi que les Républicains, mais aussi certains démocrates d'ailleurs, sont un peu réticents à rajouter du stimulus budgétaire au stimulus budgétaire déjà existant, qui est déjà massif. Bon, une discussion qui risque de se prolonger donc sur ce programme d'infrastructure annoncé par Joe Biden. Ce qui peut nous ramener à la Fed également d'une certaine manière, Thomas. C'est-à-dire que pour la Fed, c'est quand même important de savoir quelles seront la taille des déficits, parce que oui, peut-être qu'une partie de ces plans sera financée par l'impôt, mais peut-être qu'une partie restante sera quand même encore financée par des déficits. Ça, c'est un paramètre important, j'imagine, quand même, pour la Réserve fédérale américaine. Tout à fait. Alors, juste sur le financement des plans d'infrastructure, il y a aussi une question symbolique des hausses d'impôts qui sont plus une question de symbole politique plutôt qu'une question comptable. On a bien compris avec sous Trump, mais aussi sous Biden, que finalement les déficits budgétaires n'étaient plus aussi importants qu'avant, voire même ils passaient complètement au second plan. Donc, globalement, on est dans une nouvelle ère de politique économique où les déficits ne sont plus importants. Sur la réserve fédérale, en effet, il y a quand même toujours eu ce rôle implicite qui s'est amplifié, à mon avis, pendant la crise du coronavirus, d'assistance au financement de la dette publique. De facto, on peut pas nier le fait que le QE, les achats d'actifs, sont une aide évidemment indirecte pour financer le déficit. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est qu'une partie du déficit est financée par la création monétaire, qui pour l'instant d'ailleurs ça se passe bien. Mais en effet, la question quand même dans le futur, c'est quid si on va dans une création monétaire perpétuelle pour financer ad vitam aeternam le déficit. C'est la vraie question. Pour l'instant,
la confiance dans la monnaie tient, mais ça va être une vraie question, je pense, pour les 5 à 10 prochaines années. Néanmoins, d'ailleurs, autre point important, c'est aussi ça qui va faire que la Fed va quand même traîner des pieds avant de remonter les taux d'intérêt, oui, puisque évidemment il y a quand même cette histoire du fardeau de la dette, la dette publique américaine. Alors ça dépend des mesures, si on dit dette nette ou dette brute, mais en dette brute on est à 130% du PIB à peu près, d'après les chiffres de BIS, de la Banque des règlements internationaux. Voilà, c'est des chiffres très élevés et en effet le gouvernement fédéral ne peut juste pas se permettre des taux d'intérêt élevés, et c'est pour ça que la Fed en partie va garder les taux bas. L'autre considération, c'est qu'il y a la dette privée est également très importante. Enfin bref, tout ça, ça veut dire beaucoup de contraintes sur la Fed, et en effet, s'il y a réduction il y a des achats d'actifs, ça sera certainement une retraite un peu tactique. On lâche du lest sur les achats d'actifs, mais on n'est pas prêt de lâcher du lest sur les hausses de taux. Merci beaucoup Thomas, merci de nous éclairer sur les enjeux américains. Chaque semaine, Thomas Kosterg avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior chez Pictet Wealth Management.